Au 5e siècle avant Jésus-Christ, en pleine invasion de la Grèce par la Perse, au défilé des Thermopyles, 300 soldats de la ville de Sparte résistèrent stoïquement aux assauts de quelques 200 000 soldats perses. Et ce, sur plusieurs journées d'affilée. « 2500 ans plus tard, un tout petit pays a la même ambition, la même philosophie militariste, la même détermination, la même ferveur populaire pour défendre son territoire. Et non, aussi surprenant que cela puisse vous paraître, on ne va pas parler d'Israël. On va parler de Singapour. Mais pas le Singapour qu'on connaît tous. Non, on va plutôt évoquer ses méandres, le Singapour militaire, l'intimidant. Et on commence par le chapitre Histoire. Singapour est un tout petit pays. Elle compte moins de 6 millions d'habitants pour une superficie de seulement 730 km², ce qui équivaut à peu près à New York. Et pourtant, Singapour est une puissance militaire de premier ordre, capable de faire pâlir n'importe quel pays qui serait tenté de s'attaquer à elle. Et c'est d'ailleurs pour ça que personne n'essaie. En fait, Singapour garde un très mauvais souvenir de l'invasion japonaise en 1942. Aujourd'hui, Singapour possède l'une des forces armées les mieux équipées de la planète. La défense de Singapour repose sur une armée professionnelle de près de 70 000 effectifs à temps plein, 400 000 effectifs à temps partiel et plus de 1 200 000 réservistes déjà formés au métier de l'armée. C'est juste énorme vu la taille du pays et de sa population. Bon, déjà, on pose les bases. Mais il faut préciser qu'à Singapour, le service militaire est obligatoire pour les hommes et ce sur 2 années entières. C'est ce qu'on appelle le service national. Les forces armées régulières, qu'elles soient à temps plein ou à temps partiel, représentent 8% de la population totale du pays. Mais la population entraînée pour la guerre et disponible en cas de mobilisation représente, elle, près d'un quart des habitants de la cité-État. Et c'est pas fini. Depuis 2015, ce pays dispose aussi d'une armée de volontaires, connue sous le nom de Singapore Armed Forces Volunteer Corps, la SAFVC en plus court, également ouverte aux femmes. Leurs membres peuvent y adhérer jusqu'à l'âge de 45 ans. Dans aucun autre pays au monde, la population n'est autant impliquée dans les forces armées. Alors, dans une guerre dite moderne, le nombre de soldats disponibles n'est pas l'élément déterminant pour remporter la victoire. On en a la preuve en ce moment même avec le conflit russo-ukrainien. Au-delà du nombre de soldats, il y a la tech et la qualité de l'armement. Et Singapour, qui est l'un des pays les plus riches au monde, a énormément investi dans ces deux domaines. Par exemple, le pays possède plus d'avions de combat que les forces aériennes finlandaises, suédoises ou encore néerlandaises. Quant à ses capacités militaires, il fait mieux que des pays comme la Belgique. Et c'est sans parler du matos de pointe acheté aux États-Unis, à Israël et à l'Europe. En fait, Singapour est le premier pays de toute l'Asie du Sud-Est à acquérir le F-35, un chasseur-bombardier furtif de 5e génération. Le budget défense, il est disproportionné. Par exemple, en 2021, les dépenses militaires du pays ont dépassé les 11,5 milliards de dollars, soit près de 3 fois le budget militaire de la Malaisie voisine et 25% de plus que celui de l'Indonésie, un pays qui est quand même 46 fois plus peuplé. Pour mettre les choses en perspective, on parle d'un budget similaire à celui de Taïwan, un pays qui vit sous la menace permanente d'une invasion de la Chine. Mais tous ces investissements dans la défense, c'est pour faire quoi ? Singapour est un territoire très prospère et qui propose une très bonne sécurité juridique dont raffolent les milieux d'affaires nationaux comme étrangers. Surtout maintenant que sa rivale régionale, Hong Kong, a été pratiquement absorbée par la Chine populaire. C'est l'une des principales raisons qui a permis à Singapour de devenir un véritable coffre-fort pour des millions d'investisseurs privés et d'entreprises du monde entier. Et c'est un statut qui doit être protégé. Les Singapouriens le savent très bien et ils ne rigolent pas avec ça. Depuis son indépendance en 1965, ce petit pays asiatique a enchaîné pas moins de 3 stratégies militaires différentes. Celles-ci ont façonné au gré des années les forces armées singapouriennes. Aujourd'hui, elles sont numériquement importantes, ultra entraînées et super bien équipées.
Cette approche ultra-militariste a permis à Singapour de répondre aux enjeux de son temps avec les moyens à sa disposition. On t'explique. La crevette vénéneuse. Le tout premier plan de Singapour pour sa défense, sobrement appelé la stratégie de Singapour, a été conçu dans la foulée de son indépendance. Celui qui l'a validé, c'est le célèbre Lee Kuan Yew, le premier des premiers ministres, un personnage historique, le père fondateur de Singapour. Il a gouverné le pays 2 décennies durant. Le fait est qu'après son indépendance du Royaume-Uni, Singapour s'est retrouvé incorporé à la Malaisie, avant d'en être expulsé 2 ans plus tard. Allez hop, ça c'est fait. Par la suite, Lee Kuan Yew a clairement indiqué que pour survivre, la cité-État devait tout miser sur la dissuasion militaire. Une idée qu'il exprima très clairement dès 1966, dans ce qui devint par la suite l'une de ses citations les plus connues. Dans un monde où les gros poissons mangent les petits poissons et les petits poissons mangent les crevettes, Singapour doit devenir une crevette vénéneuse. Si vous en mangez, vous aurez des troubles digestifs. Lee Kuan Yew. Ça, c'est dit. Lorsque Lee Kuan Yew a prononcé ces mots, la situation de Singapour était radicalement différente de celle d'aujourd'hui. À cette époque, rien n'était gagné pour ce territoire. C'était un pays pauvre, sans alliés, entouré de voisins hostiles et en plus, le contexte de guerre froide n'aidait pas du tout. Cette toute petite république devait être capable de se défendre seule. L'objectif, c'était de rendre une invasion de cette cité-État aussi difficile que possible. Le succès d'une tentative d'invasion devait se faire à un prix si élevé en termes d'argent, de vie humaine et de ressources militaires qu'aucun pays, je dis bien aucun, ne s'y risquerait. Une victoire à la Pyrrhus en fait. La défense de Singapour devait être capable d'infliger un max de dégâts à l'ennemi, même si celui-ci parvenait à envahir le territoire. Et dans le pire des cas, si cette invasion venait à se concrétiser, alors Singapour deviendrait cette petite crevette vénéneuse. D'ailleurs, cette tactique est très similaire à celle que de nombreux analystes préconisent à Taïwan pour contrer la Chine. Bon, c'est quoi le plan? Comment on met tout en place? Quelle est la recette de la fameuse crevette vénéneuse? Eh ben, le plan se décompose en 3 étapes. 1. En s'armant jusqu'aux dents. 2. En se préparant à l'affrontement. Et 3. En se faisant des potes. Mais des potes qui en ont dans le slip. Le fait est que lorsque Singapour est devenue indépendante et a commencé à tracer son propre chemin, la cité-État ne disposait que de 2 bataillons d'infanterie, d'un vieux canon et pas un seul avion de combat. Ah, c'était sommaire, hein. Ils sont partis de rien. Pour parvenir à réaliser son plan, Lee Kuan Yew a donné une consigne secrète à son ministre de l'Intérieur et de la Défense, Goh Keng Swee. Singapour devait nouer et renforcer ses liens avec Israël, l'Égypte et l'Inde. Et devinez quoi? Parmi ces 3 pays, la réponse la plus enthousiaste est venue d'Israël, un pays qui, à l'époque, avait désespérément besoin d'amis. Ainsi, Israël fut non seulement l'un des premiers États à reconnaître officiellement l'existence de Singapour, mais en octobre 1965, 2 mois seulement après l'indépendance de Singapour, l'armée israélienne était déjà à l'œuvre pour contribuer à la conception des forces armées singapouriennes. Tsahal a pas perdu de temps. Bien sûr, c'était pas aussi simple que ça en a l'air. Déjà parce que la collaboration entre ces 2 pays devait être la plus discrète possible. Personne ne devait être au courant. Alors pourquoi? Pense un instant aux 2 pays qui entourent Singapour, la Malaisie et l'Indonésie. 2 grands pays musulmans qui, à l'époque, comme pratiquement tous les pays musulmans d'ailleurs, avaient Israël en ligne de mire directe. Alors si Singapour ne voulait pas que l'on malinterprète cette nouvelle alliance comme une déclaration hostile et courir le risque d'une invasion, il lui fallait être inventive. Les premiers conseillers militaires envoyés d'Israël à Singapour étaient appelés Mexicains par souci de discrétion. Et attention parce que pour rendre cette annonce crédible, Israël a sélectionné pour l'opération des membres de ses forces armées dont l'apparence leur permettait de se faire aisément passer pour des Mexicains. Donc on exclut bien entendu les soldats et les officiers blonds à la peau claire. Le diable, il est dans les détails. Cette anecdote assez saugrenue est racontée par Lee Kuan Yew en personne dans ses mémoires publiés en 1998. Le fait est que de cette collaboration est né ce que l'on appelle le livre brun, un plan dirigé par le directeur adjoint des opérations de Tsahal à l'époque, Rehavam Ze'evi.
Je veux que vous vous souveniez de plusieurs choses. Premièrement, nous n'allons pas transformer Singapour en colonie israélienne. Votre tâche est de leur apprendre les métiers de l'armée, de les remettre sur pied pour qu'ils puissent diriger leur propre armée. Deuxièmement, vous n'y allez pas pour les commander mais pour les conseiller. Et troisièmement, vous n'êtes pas des marchands d'armes. Lorsque vous recommandez des articles à acquérir, utilisez les jugements militaires professionnels les plus rigoureux. Yitzhak Rabin, ancien chef d'état-major et premier ministre d'Israël. Ainsi, en seulement 3 mois, les Israéliens ont élaboré toute une doctrine militaire centrée autour d'une armée citoyenne de conscrits, entraînée et commandée par une petite force régulière, hautement professionnelle et très bien équipée. Et bah aujourd'hui, ce modèle, il est toujours en vigueur. Singapour s'est progressivement doté de 12 bataillons prêts à défendre la cité-État. Et en moins d'une décennie, le service militaire est devenu obligatoire pour les Singapouriens. Au fond, l'idée, c'était de garantir que la nation tout entière puisse être mobilisée si nécessaire, et que cette mobilisation massive serait l'atout décisif pour défendre la cité-État. Mais bien sûr, à mesure que le pays s'enrichissait et que les forces armées s'équipaient et s'entraînaient de mieux en mieux, il est devenu évident qu'il fallait mettre à jour la stratégie pour défendre Singapour. C'est ce qui s'est passé en 1980. C'est à partir de ce moment-là que la défense singapourienne a amorcé un virage majeur qui a fait du pays la puissance militaire qu'elle est aujourd'hui. Des parcs épiques et des dauphins. Singapour fait du lourd. 10 ans, c'est tout ce qu'il a fallu à Singapour pour passer du statut de colonie pauvre vivant de la pêche, sans armée pour la défendre, à celui d'une puissance militaire majeure avec une capacité de projection internationale. Et c'est précisément sur cette base que s'est fondée la deuxième stratégie militaire du pays, connue sous le nom de la tactique du porc-épic, la même qui est aujourd'hui utilisée en Ukraine. Sa mise en œuvre a démarré au début des années 80 et a mené à des évolutions majeures dans la doctrine militaire singapourienne. Il n'y avait plus de fatalité. Avec sa nouvelle armée, Singap n'avait plus besoin de partir du principe que toute invasion d'une puissance ennemie aboutirait forcément. Il n'y avait plus besoin d'appliquer à tout prix la tactique de la crevette vénéneuse. L'armée singapourienne était assez entraînée et assez équipée pour passer d'un modèle de défense passif, en mode subir les événements, à une approche beaucoup plus proactive. Cette doctrine resta en vigueur jusqu'au début des années 2000 et permit à l'armée singapourienne de renforcer ses capacités militaires. Du fait de la doctrine du porc-épic, Singapour est devenu un important client des industries militaires états-uniennes, israéliennes et européennes. Mais elle a aussi développé sa propre industrie de défense. Une industrie qui a permis à Singapour de devenir l'un des 30 plus grands exportateurs d'armes au monde en termes de volume. Parmi ses armements les plus aboutis, on peut citer le fusil d'assaut SAR 21, le blindé tout-terrain Bronco et le blindé d'infanterie T-Rex, ainsi qu'une multitude de drones et d'obusiers en tout genre. Et c'est pas fini, faut pas oublier le troisième volet du plan, celui qui est appliqué aujourd'hui. C'est la doctrine du dauphin. Alors, pourquoi le dauphin? Le dauphin est un animal extrêmement agile qui s'attaque aux gros poissons, même aux requins. Et ce, alors qu'ils sont moins puissants. Et c'est précisément ce que le haut commandement singapourien cherche à répliquer avec ses propres forces armées. Singapour s'est mise à construire une force aérienne impressionnante, très puissante et capable de répondre à n'importe quelle menace. La cité-État veut asseoir sa domination aérienne sur toute la région. Et pour concrétiser ce projet, l'actuel Premier ministre Lee Hsien Loong, le fils de Lee Kuan Yew, a lancé un plan de modernisation des infrastructures militaires très ambitieux. Déjà, ça passe par le remplacement de la flotte vieillissante de F-16 par des F-35B de 5e génération, ainsi que le renouvellement et l'élargissement de sa flotte navale. Actuellement, la marine militaire singapourienne n'exploite que 6 navires multimissions basés sur les frégates françaises Lafayette. Le gouvernement singapourien met aussi l'accent sur l'acquisition de chars allemands Léopard de 2e génération, de blindés de combat Hunter Made in Singapore en service depuis 2019 et de lance-missiles sol-sol états-uniens M142 HIMARS, dont Singapour possède déjà 2 douzaines d'unités. C'est comme ça que Singapour est passé d'une ville de pêcheurs à une forteresse imprenable avec une capacité de projection militaire régionale. Sa devise informelle, la meilleure défense, c'est l'attaque.
Mais tout ne repose pas sur son arsenal. Ça fait des années que Singapour renforce la coopération militaire avec ses alliés. Les soldats singapouriens s'entraînent actuellement aux États-Unis, en Australie, en Thaïlande, à Taïwan et même en Afrique du Sud. Le pays a aussi conclu des traités de défense avec l'oncle Sam qui prévoit notamment l'accès pour les troupes états-uniennes aux bases militaires singapouriennes. Pour rappel, Singapour se trouve à un site stratégique, le détroit de Malacca, par lequel transite l'essentiel du commerce international en direction et en provenance de l'Asie de l'Est. Singapour renouvelle son pacte de base militaire avec les États-Unis dans un contexte de renforcement des liens de défense avec la Chine. Washington renouvelle l'accord accordant aux forces états-uniennes l'accès aux bases de la Cité du Lion jusqu'à 2035, soulignant l'importance de la Cité-État pour la stratégie états-unienne en Asie. Les marines de 21 pays lancent des exercices menés par les États-Unis en Asie du Sud-Est. Les exercices CICAT sont en cours à Singapour et virtuellement alors que Beijing et Moscou organisent également des exercices dans le Ningxiang en Chine. Bien entendu, tout cela ne signifie pas du tout que Singapour est une puissance hostile. C'est une chose de bien s'entendre avec les États-Unis et une autre de mal s'entendre avec la Chine. Surtout que la diplomatie singapourienne a un avantage. 69% des Chinois ont une image positive de la cité-État. Même l'emblématique Deng Xiaoping l'avait cité comme exemple pour la Chine populaire. Le paradoxe singapourien, c'est de disposer d'une armée presque aussi puissante que celle d'Israël, entourée d'ennemis, mais de revendiquer une certaine forme de neutralité, comme la Suisse. D'ailleurs, tout comme la Suisse, la cité-État héberge une importante place financière dont on te parle dans cette vidéo, ce qui lui permet de servir de refuge pour les capitaux et les entreprises du monde entier. Et pour ce faire, sa puissance de dissuasion et sa neutralité sont ses meilleurs alliés. Quoi qu'il en soit, c'est une facette de Singapour que l'on connaît moins. Et toi alors, est-ce que tu te doutais que Singapour était une puissance militaire ? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires et si tu as aimé cette vidéo, lâche un like, abonne-toi pour ne manquer aucune actu et fais tourner à tes proches. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. Tchuss, à la prochaine.